Bonjour à tous sur la chaîne du Plaisantin. Aujourd'hui, on va voir la plus fameuse écurie de course d'endurance en France, Alpine Signature à Bourges. Bonjour Monsieur Sino, merci beaucoup de nous recevoir chez vous et dans ce temple de la compétition automobile. Ça me fait très plaisir. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, donc, je m'appelle Philippe Sino, je suis le créateur et fondateur du groupe Signature et je suis également le team principal du team engagé en endurance, Alpine Endurance Team. D'accord. Pouvez-vous nous rappeler l'histoire de ces lieux et l'histoire en fait de la création donc de votre entreprise? Alors le groupe Signature a été créé en 1990. Au départ, j'ai piloté quelques années en monoplace, en Formule Renault à F3, avant de me rendre compte que j'avais pas le talent nécessaire pour faire une carrière à très haut niveau. Et j'ai pris une orientation différente et nous avons favorisé l'émergence de nouveaux talents. Donc je suis allé chercher des jeunes pilotes pour les aider à émerger, également en monoplace. Et on a engagé des monoplaces pour faire émerger ces jeunes talents en Formule Renault, mais très rapidement en Formule 3, où nous sommes restés très longtemps. Catégorie où on a remporté de nombreux titres, de nombreuses courses. Et jusque dans les années 2015, où nous avons arrêté la Formule 3. Et en parallèle, nous avions initié le début d'un programme en endurance dès 2009. Et 2009, d'accord. Très bien. Maintenant, moi je vous connais surtout pour l'endurance, le 24 heures du Mans notamment. Évidemment. Quelles sont les activités donc de Signature? Alors nous avons 3 métiers et 3 activités principales dans le groupe Signature. La première, c'est la course. C'est vraiment ce pourquoi on se lève le matin. Ouais. Et notre objectif, c'est d'exploiter des véhicules en compétition de haut niveau, et notamment en endurance, pour la marque Alpine depuis 2013. Ça, c'est notre première activité. Nos 2 autres activités sont l'événementiel, qui nous permet de générer des partenariats et d'entretenir ces partenariats autour de notre programme sportif en endurance. Donc là, on a une structure qui regroupe une dizaine de salariés et on fait un peu plus de 80 opérations événementielles par an. D'accord. Pour nos partenaires ou des clients. Et la 3e activité chez nous, notre 3e métier, c'est d'être bureau d'études. Et on conçoit des véhicules de compétition à partir des véhicules de route, et notamment pour Alpine, sur la base de l'A110, où nous avons développé 3 modèles dits compétition client, la Cup, la GT4 et la RGT en rallye. D'accord. Cup, GT4 et RGT en rallye. Si je rejoins un peu ma question suivante, quelles sont les courses ou les compétitions automobiles, j'entends, auxquelles vous participez ou pour lesquelles vous concevez des véhicules? Alors, notre programme principal reste l'endurance et les championnats du monde d'endurance, donc appelé le WEC, où on engage 2 véhicules, 2 Alpine A424, sur un championnat qui est composé de 8 épreuves, dont l'épreuve reine au mois de juin, les 24 heures du Mans. Ça, c'est ce qui nous occupe, je dirais, à 80% de l'activité du groupe. Et à côté de ça, nous vendons des véhicules de compétition clients à des partenaires qui, eux, les engagent soit en Cup, soit en GT4, soit en rallye. On n'engage pas directement des véhicules que nous avons conçus sur ces épreuves-là. Ce sont nos clients qui engagent ces véhicules. Par contre, on est là pour les soutenir et les assister tant sur le plan engineering que sur le plan exploitation sur les courses. D'accord. Ok. Depuis donc les années 90, vous avez créé cette entreprise. Vous avez donc relevé de nombreux défis, notamment les 24 heures du Mans, Price Peak, on va en parler un peu plus tard. Quel est votre meilleur souvenir professionnel dans toute cette aventure?
Alors, notre métier et nos aventures jusqu'alors vécues nous ont permis de vivre des émotions très très fortes. Bien évidemment, on est à la recherche toujours de nouvelles émotions, mais celle qui m'a personnellement ou professionnellement marqué, c'est notre victoire au Mans en 2016, notre première victoire en 2016. Ouais. D'abord, c'est parce que elle est avec Alpine, c'était une victoire âprement disputée dans la catégorie LMP2, mais elle tombait également le jour de mon anniversaire de mes 50 ans. Ah. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a une petite saveur particulière. Surtout quand sur le podium, il y a 100 000 personnes qui chantent joyeux anniversaire à l'arrivée, ça crée de beaux souvenirs. Je comprends, oui. Pour 50 ans, c'est quand même un super cadeau d'anniversaire. Voilà, c'était un très beau cadeau d'anniversaire. Est-ce qu'il est possible de parler un petit peu plus des voitures qui courent au Mans, de nous parler un peu techniquement, un peu, qu'est-ce que c'est comme moteur, comme puissance, ce genre de choses? Alors, nous engageons deux Alpines dans la catégorie Hypercar en championnat du monde et donc au 24 heures du Mans. La voiture répond à la dénomination Alpine A424. C'est une voiture qui correspond à la réglementation LMDH. Vous avez en Hypercar deux catégories, deux réglementations techniques, le LMH, LMDH. LMDH, ça veut dire qu'on part sur un châssis qui peut être commun à plusieurs constructeurs et qui est issu de l'homologation en LMP2. Donc là, en l'occurrence, la conception du châssis a été faite par notre partenaire Oreca. Vient se greffer un moteur Alpine, qui lui a été conçu et qui est exploité à Viry-Châtillon. D'accord. Donc c'est un moteur V6 monoturbo de 3,4 litres. D'accord. Qui répond parfaitement à la réglementation, sur lequel vient se greffer un système hybride qui est commun à toute la catégorie LMDH. Voilà. Et c'est l'ensemble de tout ce système qui constitue notre voiture, l'Alpine A424. D'accord. Est-ce qu'on peut on peut parler du rapport poids-puissance à peu près de ces voitures? Alors le rapport poids-puissance, il évolue en fonction des circuits. L'organisme législateur, c'est-à-dire la FIA et la CO, en fonction des circuits, détermine une balance de performance entre tous les constructeurs. Oui. Donc notre puissance, si on doit la traduire en chevaux, elle varie entre 500 et 600 chevaux et entre 900 et un peu plus de 1000 kilos. D'accord. Ok. C'est la fourchette. Okay. On en a déjà un petit peu parlé, mais plus précisément, quelles sont les autres voitures que vous avez ici et pour quelles compétitions elles sont faites? Alors les autres voitures que l'on trouve en dehors de nos deux hypercars dans nos ateliers sont des véhicules issus du programme A110 compétition client. Donc ce sont des véhicules dont la base est un véhicule de route, l'A110 de route, et sur lequel on a transformé pour l'utilisation, que ce soit en circuit, en rallye. Donc on a plusieurs dérivés. On a l'A110 Cup, qui elle participe à l'Alpine Elf Cup, où on retrouve l'ensemble des concurrents avec la même voiture. C'est une catégorie monotype. Après, nous avons la GT4. La GT4, elle participe au championnat national GT4, mais également au championnat d'Europe, là où on retrouve d'autres constructeurs, comme Porsche, BMW, Mercedes et tous les autres. La voiture est performante et on a gagné plusieurs courses face à nos rivaux, à nos concurrents. Et après, il y a deux dérivés en rallye, avec deux versions, une RGT et une GT+, là, qui est récemment apparue deuxième semestre 2024 et qui a brillé notamment aux mains de Sébastien Loeb au dernier rallye du Mont Blanc, puisqu'il a gagné au général avec la voiture. Ah ouais. Ouais, et puis Sébastien Loeb, en plus, ça claque quand même. Oui, tout à fait. C'est un bel ambassadeur pour la marque, notamment sur ce rallye. Entre les premières idées, les premiers concepts, j'ai presque une feuille blanche d'une voiture, et puis la prise de départ d'une compétition, il s'écoule combien de temps et quelles sont les étapes de conception et de fabrication? Alors, il n'y a pas de recette sur le timing et le délai de la genèse d'un tel projet en hypercar. Par contre, le vécu me fait dire qu'il a fallu 2 ans entre la décision et les premiers tours de roue de la voiture. C'est ce qu'il faut compter. Alors, il y a toute une phase très en amont d'abord
stratégie marketing, stratégie produit que l'on gère avec le constructeur avant la phase la décision pour notre projet, elle a été prise, si je ne m'abuse, en octobre 21. Donc c'est là où on a eu le feu vert d'Alpine pour lancer ce programme officiellement en hypercar. Et nos premiers tours de roue ont eu lieu au mois d'août 2023. Voilà. Donc vous voyez, quand je dis 2 ans, on est plutôt en phase. Tout à fait. Et les étapes de développement dans les grandes lignes? Elles sont successives. Alors la force de nos métiers et de nos partenaires, que ce soit Horeca, Viry ou nous-mêmes, c'est d'être réactifs et agiles. Donc dès qu'il y a eu le feu vert, deuxième semestre 2021, tout le monde s'est mis en ordre de marche. Rapidement, on a eu des premières esquisses de la voiture en début d'année 2022. Et là, c'est enchaîné tout un travail de conception, de relation avec Horeca pour travailler sur la partie châssis. L'intégration moteur est un gros sujet. Et puis après, on gère tous les aspects de l'ordre de l'aérodynamique. Et puis après, je dirais pendant quasiment les 8 derniers mois, ça a été plutôt de faire en sorte que la voiture réponde parfaitement à la réglementation, aux contraintes de la réglementation, donc de la CO, de la FIA, pour que la voiture puisse être homologuée. Et elle a été, la voiture, homologuée en décembre 2023, à l'issue des derniers tests. Oui. On a fait encore quelques légers updates pour répondre parfaitement à l'homologation. Donc l'homologation finale de la voiture a eu lieu en décembre 2023. D'accord. Pour que la voiture puisse être opérée dès 2024, il y a 1 an au Qatar. D'accord. Et donc, parmi toutes ces étapes de conception, de développement, quelles sont celles qui sont faites ici à Bourges? Alors, pour schématiser réellement notre rôle, il est assez simple de dire que dès que la voiture est posée par terre sur une piste, la voiture est exploitée et opérée par mes équipes. Donc ici, on gère l'exploitation, tout l'aspect organisationnel, opérationnel, c'est-à-dire tous les process et les outils nécessaires à l'exploitation de la voiture en piste, et tous les sujets sportifs. D'accord. Voilà. Sur la partie conception, même si on fait des inputs, même si on est parfaitement au fait de ce qu'il se fait, et qu'on nous demande notre avis au regard de notre expérience, ce n'est pas de notre ressort direct. Nous, on est sur les aspects organisationnel, opérationnel, logistique et sportif. Pour la compétition. Pour la compétition. Alors moi, je suis né et j'ai grandi au Mans. J'ai rêvé au rythme des vainqueurs du Mans adolescent, donc dans les années 2010 à peu près. Et maintenant, je suis ingénieur en mécanique, parce que j'ai toujours aimé ça. Quel conseil vous pourriez donner à une jeune personne qui souhaiterait devenir mécanicien ou ingénieur dans vos équipes, ou en tout cas dans le milieu de la compétition automobile? Alors, les conseils que je pourrais donner, c'est d'abord, je suis pas sûr que ça soit les plus pertinents, mais en tout cas, ceux en lesquels je crois, c'est d'abord de croire en ses rêves. Donc, c'est vraiment une vocation et un souhait affirmé, c'est d'essayer de tout mettre en place pour pouvoir accéder à ce rêve-là. En France, on a une chance énorme, c'est qu'il y a des structures très très bien organisées, que ce soit pour les futurs ingénieurs ou les futurs mécaniciens, pour leur permettre justement d'avoir une réelle formation très centrée sur le sport mécanique et le sport automobile. Ouais. Donc ça, c'est une vraie force que l'on a sur le territoire national, particulièrement autour du Mans. Il y a des structures très très performantes et très bien organisées qui permettent d'apporter de vraies belles formations. On a aussi des ressources et des personnels issus de ces formations-là. Ouais. Et voilà, faut suivre un cursus scolaire classique et après s'orienter vers ces établissements qui encore une fois, qui apportent une vraie belle formation de qualité. D'accord. Donc ces écoles, des écoles d'ingénieurs, il y en a pléthore, mais ces écoles-là précisément orientées compétition automobile sont un bon moyen de... Et on a un vrai savoir-faire en France. Oui. Ça faut savoir le dire. D'ailleurs, il suffit de regarder dans les championnats de haut niveau, que ce soit en rallye, en F1 ou en endurance, on retrouve quand même beaucoup d'intervenants, d'acteurs issus de français et issus de ces formations-là. D'accord. Donc oui, rapidement, après un bac technique, une formation technique, on peut s'orienter assez rapidement sur ces écoles
très spécialisés sport mécanique et sport automobile que l'on a en France. Pour 2025, la saison, je crois, commence bientôt. Qu'est-ce que vous avez prévu sur votre calendrier? Quelle compétition vous souhaitez faire? Voilà, quel est le programme? Alors le programme 2025, il est assez simple. Nous sommes engagés, le team Alpine Endurance est engagé en championnat du monde d'endurance. Les championnats commencent à la fin du mois de février au Qatar. Après, nous irons à Imola en Italie, Le Mans bien évidemment en mi-juin, et nous irons après à Sao Paulo au Brésil, Austin au Texas, aux États-Unis, Fuji, Japon et Bahreïn. Donc un ensemble de 8 courses qui constituent le championnat du monde d'endurance. Ouais. Et nous sommes engagés avec 2 véhicules. Et les autres compétitions dont vous parliez, c'est des voitures que vous préparez pour vos clients. Vous êtes en assistance, mais vous ne participez pas directement à ces autres compétitions. Non, parce que on a donc conçu ces véhicules et nous commercialisons ces véhicules, mais nous les engageons pas par nous-mêmes en compétition. D'accord. Parce que je pars du principe qu'il ne faut jamais être concurrent de ses clients. Oui. Et nous préférons leur apporter une assistance sur le circuit ou sur les rallyes à travers la présence d'un camion de pièces, d'ingénieurs ou de mécaniciens même, pour les aider à exploiter ces véhicules en compétition. En tant que passionné de sport automobile, est-ce que vous suivez un petit peu la F1 ou les actualités sur la Formule 1? Oui, alors, tous ici, nous sommes des passionnés du sport automobile et tous ici, nous suivons l'ensemble des championnats majeurs, notamment la F1 bien évidemment, avec un grand intérêt pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est l'expression la plus aboutie, je dirais, de notre sport en version sprint, parce que Alpine est engagé officiellement, donc forcément on supporte l'équipe Alpine, mais également on suit le rallye et certaines épreuves mythiques qui peuvent avoir lieu également aux États-Unis et ce genre de choses. Tout à fait. Pour revenir sur la F1, quel est votre pronostic 2025? Pas sûr que je suis la personne la plus pertinente pour faire un pronostic, mais en tout cas au regard de ce que l'on a pu voir, c'est bien sûr qu'on va retrouver McLaren aux avant-postes, on est sûr qu'on va retrouver Max Verstappen également. Ouais. Et puis j'ai hâte de voir Ferrari, comment évolue Ferrari avec l'arrivée de Lewis notamment. Tout ça en tout cas sur le papier est extrêmement passionnant et on est sûr qu'on va vivre une saison assez extraordinaire en F1, ouais, en espérant bien sûr qu'Alpine puisse remonter au niveau où elle doit être et sont en ordre de marche pour faire également de belles choses pour prétendre être outsider. Ouais. Je pense évidemment aux deux pilotes qu'on connaît bien, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Oui, on leur souhaite évidemment. Oui, particulièrement parce qu'en plus c'est des garçons qui ont su nous soutenir, qui ont été présents à nos côtés lors des 24 heures du Mans, avec qui on échange régulièrement. Donc oui, on aurait à cœur de les voir briller, particulièrement Pierre parce qu'il ira aux couleurs d'Alpine. Mais oui, on leur souhaite le meilleur pour l'année qui vient. D'accord. Je voulais revenir sur la voiture qui est dans le hall d'entrée. C'est l'Alpine qui a fait Pikes Peak en 2023. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet événement et puis de la voiture ? Alors c'est avec grand plaisir parce que c'est une belle histoire, une belle aventure. Cette voiture était engagée sur l'épreuve de Pikes Peak un peu sur un petit coup de tête et un pari. On avait eu écho que Porsche engageait. D'abord Porsche est présente sur cette épreuve depuis plus de 100 ans je crois et engagé régulièrement des Porsche GT4, Cayman GT4 sur cette épreuve. Et nous, l'idée, c'était de dire, comme on avait une voiture qui répondait à la réglementation GT4 avec l'Alpine, tiens, pourquoi on n'engagerait pas cette voiture, une Alpine, à Pikes Peak. J'en ai parlé à mes équipes, et notamment à l'équipe de Lionel Chevalier, qui conçoit les Alpines en Cup, en GT4 et en rallye. Et lui m'a répondu tout de suite en disant, ouais, super, mais si on va à Pikes Peak, il faut faire vraiment une auto capable de faire un beau résultat, et pas seulement faire la montée et être comparé par rapport au Porsche GT4. Donc on a fait vraiment l'auto que vous avez vu dans le hall, qui est vraiment là pour le coup l'expression la plus aboutie de l'Alpine à 110, ouais, correspondant aux spécificités de Pikes Peak. Pikes Peak, c'est une course de côte, certainement la plus célèbre au monde. Elle part à 2800 mètres d'altitude et elle arrive à 4300 mètres. Oui. Donc autant vous dire que le niveau de charge aérodynamique, la densité de l'air, le manque d'oxygène sont des paramètres naturels qui font que techniquement le cahier des charges est compliqué à remplir. Ouais.
nos équipes ont fait une superbe tour. On a eu le soutien d'Alpine pour mettre en place ce programme en one shot. Et on est parti là-bas avec un pilote qui s'appelle Raphaël Astier, qui a déjà fait plusieurs fois l'épreuve, un Français. Et on a fait un super résultat, vraiment, puisque la voiture a terminé 3e au général. Ah oui. Absolu, a gagné sa catégorie. Et moi, j'aurais toujours souvenir que quand on a déchargé la voiture aux États-Unis pour participer à cette épreuve, les autres concurrents et les officiels ont vu arriver cette voiture qui, pour eux, est toute petite. Parce que le mode nominal des voitures qui participent à Pikes Peak, c'est plutôt des grosses voitures. Voilà. 1000 chevaux minimum, pour compenser cette perte de puissance due à l'altitude. Ouais. Et nous, on est arrivé avec notre petite voiture. D'ailleurs, ils l'ont appelée Baby French Rocket tout de suite. Et Baby French Rocket a surpris beaucoup de personnes, et notamment les Américains, qui ont fini par adorer cette voiture au regard du résultat qu'elle a fait. Ouais. Alors, on en discutait un petit peu tout à l'heure. Vous nous disiez qu'il y a plein de petites anecdotes autour de cette voiture. Est-ce que vous pouvez nous en livrer quelques-uns? Oui, il y a plein de petits messages autour de la voiture. Il y a eu un hommage à Jean-Luc Terrier gravé sur la voiture. La voiture a été appelée Henriette parce que Henriette est la première femme qui a escaladé le Mont Blanc. Et puis on retrouve notamment une carte de jeu juste derrière le volant sur la colonne de direction, parce qu'au départ de Pikes Peak, chaque concurrent, il y a un magicien qui vient faire un tour de magie pour chaque concurrent. C'est une façon de lui porter bonheur. Et la carte qui a fait l'objet du tour de magie, on l'a scotché sur la colonne de direction pour porter chance à Raphaël pendant la montée, et ça a plutôt bien fonctionné. D'accord. Merci beaucoup de ces petites anecdotes. Et puis, merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment un très grand plaisir pour moi. Comme je vous dis, je suis grand fan du Mans, j'ai grandi avec le Mans, et être ici, mais c'est le Graal, quoi. Donc, écoutez, merci beaucoup. Très content de vous avoir accueilli. Moi aussi, chaque fois que j'ouvre la porte tous les matins, je sens qu'il y a une âme qui est due à l'implication et l'engagement de chaque membre de l'équipe. Donc si vous l'avez ressenti, j'en suis d'autant plus fier. Et vous pouvez être fier. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Sino. Merci. On ne fera pas des voitures complètes qu'on démonte et qu'on remonte. On fera une collection de pièces. Et puis après, elle passe dans la partie atelier pour être assemblée, la voiture. Ah ouais, magnifique. Magnifique. Voilà où on assemble les voitures. Donc, comme je t'ai dit, Cup, GT4, RGT. Là, tu as 2 voitures de rallye. Donc, en cours de montage, et tu as les voitures là qui sont assemblées, qui sont prêtes à être livrées. Tu vois, on est très loin d'une voiture de série. Oui. Hein, c'est vraiment des véhicules qui sont adaptés à l'usage en compétition et aux contraintes liées à cet usage. Donc on cherche bien évidemment le gain de poids, mais aussi beaucoup la rigidité, la sécurité. Et puis après, avec des process et des systèmes adaptés à la performance, afin d'obtenir le meilleur niveau de performance avec ces voitures. Voilà, donc l'arceau, comme tu peux le voir, il a une fonction sécuritaire. Bien sûr. Mais aussi châssis, puisqu'il se reprend sur les points d'ancrage des longerons. Tout à fait. Et puis rigidité de l'ensemble de la pièce. Exactement. Donc, quand on dit que l'arceau fait office de châssis, il fait office de châssis également. Tout à fait. Puis celle-là, elle est magnifique, celle-là. L'aileron, il est énorme cet aileron. Ouais, ça c'est la version GT+, ça. D'accord. Et en RGT, on a 3 voitures qui ont participé au Monte Carlo, qui ont terminé, dont une avec au moins le Raphaël Astier, qui a fait un très bon résultat, qui a gagné sa catégorie et qui est rentré dans les 20 premiers au général. Alors que c'est une 2 roues motrices, donc très bon résultat. Magnifique.